Un soleil de plomb écrasait les toits poussiéreux de Valsec, un bourg perdu aux confins des terres de l'Ouest. Élise Vanneau, 10 ans, avançait avec obstination le long de la rue principale, ses bottes usées soulevant de petits nuages d'ocre à chaque pas. Nous étions en 1885, et la vie dans cette région frontalière n'avait jamais fait de cadeau à Élise ni à sa mère, Marianne. Depuis la mort de son père, emportée par un éboulement dans la mine 2 ans plus tôt, Marianne Vanneau s'épuisait à maintenir leur modeste ferme à flot. Les honoraires du médecin avaient englouti leurs maigres économies, et un hiver particulièrement rigoureux avait anéanti la moitié de leur récolte. À présent, alors que sa mère gisait au lit, terrassée par une pneumonie, Élise avait pris sur elle de trouver une solution. « Pardonnez-moi, madame », lança Élise en s'approchant de la veuve Lefort qui balayait le perron de l'épicerie. « Sauriez-vous où je peux trouver monsieur Bastide ?» Madame Lefort ajusta son bonnet pour protéger ses yeux de l'éclat aveuglant du soleil. « Antoine Bastide, le grand propriétaire terrien ? Qu'est-ce qu'une petite chose comme toi peut bien lui vouloir ?»« Maman a besoin de médicaments, » répondit Élise, le menton levé avec fierté. « Et monsieur Parel, à la pharmacie, refuse de nous faire crédit davantage. » Le visage de la vieille dame s'adoucit. « Oh, mon enfant, monsieur Bastide n'est pas connu pour sa charité. Il passe ses après-midi au saloon, mais... » « Merci, madame, » l'interrompit Élise, tournant déjà les talons vers l'établissement au bout de la rue. Le saloon Le Cheval-Borgne n'était pas un endroit pour les enfants, mais Élise n'avait plus le choix. Elle resta un instant devant l'entrée, rassemblant son courage, observant les hommes qui franchissaient les portes battantes. Le son d'un piano désaccordé et des rires gras se déversaient dans la rue. Prenant une profonde inspiration, elle poussa les battants. L'odeur âcre du whisky et de la fumée de tabac la saisit à la gorge. Les conversations se turent brusquement et les têtes se tournèrent vers cette visiteuse inattendue. « Hé, la gamine, c'est pas une crèche ici !» aboya le barman. Élise l'ignora, scannant la salle jusqu'à ce que son regard se pose sur un homme grand, assis seul à une table dans un coin sombre. Même assis, Antoine Bastide imposait le respect. Son chapeau noir à larges bords jetait une ombre sur son visage, mais Élise pouvait sentir ses yeux d'acier scruter la pièce. Ses vêtements étaient d'une coupe supérieure à celle des autres clients et une chaîne de montre en or brillait sur son gilet. « Êtes-vous monsieur Bastide ?» demanda Élise en s'approchant de sa table. L'homme leva les yeux, une surprise fugace traversant ses traits burinés par le vent. « C'est moi. Et qui peux-tu bien être, jeune demoiselle ? » « Je suis Élise Vanneau, monsieur. Ma mère est Marianne Vanneau. Nous tenons la petite ferme à l'est de la ville. » L'expression de Bastide resta impénétrable. « La veuve Vanneau, je vois qui c'est. Que me veux-tu, mademoiselle Vanneau ? Ce n'est guère un établissement convenable pour une enfant de ton âge. » Élise se redressa, bien que son cœur battît la chamade. « Maman est malade, monsieur, très malade. Il nous faut des remèdes, mais nous ne pouvons pas payer. Et le docteur refuse de se déplacer sans argent. »« Et quel est le rapport avec moi ?» demanda Bastide d'une voix neutre, ni bienveillante, ni cruelle. « Les gens disent que vous êtes l'homme le plus riche du comté, déclara-t-elle avec franchise. Je suis venu vous demander du travail. Je peux nettoyer, cuisiner un peu, m'occuper des chevaux. Je suis plus forte que j'en ai l'air. » Un sourire imperceptible tira le coin des lèvres du rancher. « Vraiment ? » ?»« Oui, monsieur. Je m'occupe de la ferme presque toute seule depuis des semaines. » Bastide l'observa un long moment. Le silence s'était fait dans le saloon. Tout le monde observait l'échange. « Et si je te donne du travail, que feras-tu de l'argent ?» Élise n'hésita pas une seconde. « J'achèterai les médicaments pour maman et je paierai le docteur pour qu'il vienne la voir. » Bastide se pencha en avant, croisant les mains sur la table. « Tu ne demandes rien pour toi-même alors ?»« Non, monsieur, » répondit Élise, ses yeux clairs fixés dans les siens. « Pouvez-vous aider ma maman à ma place ?» Quelque chose changea dans le regard de l'homme. Ceux qui le connaissaient bien auraient été stupéfaits de voir cette lueur d'humanité traverser son visage habituellement impassible. « Je peux aider les deux, » finit-il par dire en se levant de sa chaise. « Viens, mademoiselle Vanneau, allons chercher ce remède pour ta mère. » Tandis qu'ils sortaient ensemble, un murmure parcourut la salle.
Antoine Bastide était connu comme un homme d'affaires dur, qui avait bâti son empire bétail par des manœuvres astucieuses, voire impitoyables selon certains. Personne ne l'avait jamais vu faire l'aumône. Dehors, son contremaître, Jules, attendait avec les chevaux. « Changement de plan, Jules », annonça Bastide. « Nous allons chez le médecin, puis à la ferme des Vanneaux. » Jules parut confus, mais il savait qu'il ne fallait pas questionner le patron. « Bien, monsieur. » Alors qu'il marchait vers le cabinet du médecin, Élise trottinant pour suivre les longues enjambées de Bastide, elle osa poser une question. « Pourquoi nous aidez-vous, monsieur Bastide ?» Il garda le silence si longtemps qu'elle crut qu'il ne l'avait pas entendu. Finalement, il parla d'une voix basse. « Parce qu'il y a longtemps, quelqu'un m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. Et parce que parfois, mademoiselle Vanneau, aider son prochain est simplement la chose juste à faire. » Le trajet vers la ferme fut silencieux. Le docteur Morel s'était montré étonnamment accommodant une fois que Bastide avait posé une pile de pièces sur son bureau, insistant même pour les accompagner. Élise montait devant Bastide sur son grand étalon noir, tandis que le médecin suivait sur sa propre monture. La fillette se tenait raide au début, mal à l'aise face à la proximité de cet homme intimidant. Mais au fil des kilomètres, la fatigue l'emporta et elle se détendit peu à peu. « C'est encore loin ?» demanda Bastide, remarquant que l'enfant luttait pour garder les yeux ouverts. « Juste derrière cette colline, monsieur, » indiqua Élise. « On peut voir la cheminée d'ici. » Lorsqu'ils atteignirent le sommet, la mâchoire de Bastide se contracta. La ferme n'était guère plus qu'une cabane délabrée flanquée d'une petite grange qui menaçait ruine. Les champs étaient partiellement semés, mais montraient des signes évidents de négligence, compréhensibles si une enfant s'en occupait seule. « C'est chez nous, » dit Élise, une note de fierté perçant dans sa voix malgré l'état des lieux. « Papa l'a bâti lui-même, avant ma naissance. » Bastide hocha la tête sans mot dire. Arrivé devant la masure, il aida Élise à descendre, puis mit pied à terre. Le docteur suivit, saisissant sa sacoche médicale. « Maman !» appela Élise en poussant la porte. « J'ai ramené de l'aide. » L'intérieur était spartiate mais méticuleusement propre. Bastide remarqua les meubles rapiécés, les rideaux reprisés avec soin et l'unique étagère de livres usée par les lectures répétées. Malgré la pauvreté criante, une certaine dignité régnait ici. Marianne Vanneau était allongée dans un coin, le visage rouge de fièvre. Elle lutta pour s'asseoir à leur entrée. « Élise, qui sont ces hommes ?» Sa voix était faible, mais son regard s'aiguisa d'une inquiétude maternelle. « Tout va bien, madame Vanneau, » intervint le docteur Morel en s'avançant. « Votre fille est allée chercher du secours, et monsieur Bastide, ici présent, a réglé mes honoraires ainsi que vos médicaments. » Le regard de Marianne se posa sur Bastide, qui se tenait maladroitement près de la porte, son chapeau entre les mains. Une lueur de reconnaissance traversa ses yeux voilés. « Antoine Bastide ? Le baron du bétail ?» Il y avait de l'incrédulité dans sa voix. Bastide acquiesça d'un mouvement raide. « Madame ?»« Il va nous aider, maman, » expliqua Élise en s'asseyant au bord du lit. « Je lui ai demandé du travail, mais il a dit qu'il nous aiderait toutes les deux. » Les joues de Marianne s'empourprèrent davantage, mélange de fièvre et de gêne. « Nous n'avons pas besoin de charité, monsieur Bastide. Nous nous débrouillons. »« À peine, » la coupa-t-il doucement. « Et il n'y a aucune honte à accepter une main tendue quand la nécessité l'impose. » Le docteur Morel avait déjà commencé son examen, fronçant les sourcils tandis qu'il écoutait la respiration sifflante de Marianne à l'aide de son stéthoscope. « Cette pneumonie est bien avancée, madame Vanneau. Il vous faut un repos complet et un traitement régulier. Je suis franchement surpris que vous ayez tenu aussi longtemps. »« On fait ce qu'on doit faire, » répondit-elle simplement. Bastide s'approcha, étudiant cette femme à la volonté de faire. Quelque chose en elle lui rappelait sa propre mère, qui s'était usée à la tâche pour subvenir à ses besoins après le départ de son père. « Madame Vanneau, j'ai une proposition à vous faire, » déclara-t-il soudainement. « Votre fille est venue me voir pour demander du travail. Il se trouve que j'ai besoin d'aide pour la tenue de ma maison. Mon ancienne gouvernante nous a quittés le mois dernier pour se marier. » Les yeux de Marianne se plissèrent, méfiants. « Que suggérez-vous exactement, monsieur Bastide ?
J'offre à votre fille le poste qu'elle a sollicité, avec un logement pour vous deux à mon domaine le temps de votre convalescence. Une fois rétablie, nous pourrons réévaluer la situation. Et notre maison, nos terres, s'inquiéta-t-elle. Elles resteront vôtres. J'enverrai quelques-uns de mes hommes s'occuper de vos champs en attendant. Le docteur Morel hocha la tête avec approbation. Ce serait la meilleure solution pour votre guérison, madame. Vous avez besoin de soins appropriés. Marianne regarda sa fille qui observait l'échange avec de grands yeux. Élise, pourrais-tu aller chercher de l'eau pour le docteur, s'il te plaît? Une fois la fillette sortie vers le puits, Marianne se tourna de nouveau vers le riche propriétaire. Pourquoi feriez-vous cela, monsieur Bastide? Nous ne sommes rien pour vous. Antoine garda le silence un instant, son regard dérivant vers le petit portrait de famille posé sur la table de chevet. Marianne, Élise et un homme qui devait être le père. « Votre mari était Thomas Vanneau, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Marianne acquiesça, la surprise peinte sur son visage. « Vous le connaissiez ?»« Pas intimement, mais il m'a aidé une fois, il y a des années, avant que vous ne vous installiez ici. Mon cheval m'avait désarçonné lors d'une tempête de neige, à une quinzaine de kilomètres du col des Aigles. Je serais mort de froid s'il ne m'avait pas trouvé. Il a refusé tout paiement, disant qu'aider son prochain était simplement la chose décente à faire. » Bastide marqua une pause, la voix légèrement voilée. « Je n'ai jamais oublié cela. » Les yeux de Marianne s'embuèrent. « Ça ressemble bien à Thomas. » Considérez ceci comme le remboursement d'une vieille dette, Madame Vanneau. Rien de plus. La porte s'ouvrit et Élise revint avec un seau d'eau. Elle oscilla du regard entre les adultes, sentant le changement d'atmosphère. « On va aller au ranch de Monsieur Bastide, maman ?» demanda-t-elle, l'espoir et l'incertitude se mêlant dans sa voix. Marianne soutint le regard de sa fille un long moment avant d'acquiescer lentement. « Oui, je crois que oui. Du moins jusqu'à ce que je sois guéri. » Bastide s'éclaircit la gorge. « Nous reviendrons chercher vos affaires demain. Pour l'instant, prenez ce remède et reposez-vous. Le docteur Morel va rentrer avec moi et repassera demain matin pour vérifier votre état. » Alors qu'il se tournait pour partir, Élise attrapa sa main. Le geste le surprit, et il baissa les yeux vers les petits doigts agrippés à sa peau tannée. « Merci, monsieur Bastide, » dit-elle solennellement. « Papa disait toujours que les bonnes actions finissent par revenir un jour. » Le visage de Bastide resta impassible, mais il pressa doucement la petite main avant de retirer la sienne. « Nous serons là à l'aube, » dit-il, en saluant Marianne d'un signe de tête avant de sortir. Tandis qu'il s'éloignait à cheval, le docteur Morel jeta un coup d'œil curieux à son compagnon de route. « C'était d'une générosité inhabituelle de votre part, Antoine. » Le regard du rancher resta fixé sur la piste devant eux. « Peut-être ne suis-je pas aussi prévisible que tout le monde le pense, docteur. » Mais alors qu'il chevauchait, Bastide ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi il s'était embarqué et pourquoi la détermination d'une petite fille avait réussi à briser des décennies d'indifférence soigneusement entretenues. Le domaine des Bastides se dressait comme un monument au succès au milieu du paysage vallonné. Une bâtisse massive de 2 étages, ceinte d'une large véranda en bois sombre. C'était la plus grande résidence privée à 50 km à la ronde. Lorsque le chariot transportant Marianne et Élise approcha, les yeux de la fillette s'agrandirent d'émerveillement. « C'est comme un château, maman » chuchota-t-elle. Marianne, encore faible mais capable de s'asseoir grâce aux médicaments, serra la main de sa fille. « Rappelle-toi, nous sommes ici pour travailler, pas pour rêvasser. » Bastide chevauchait aux côtés du chariot conduit par son contremaître. Il était resté silencieux durant la majeure partie du trajet, ne répondant aux questions occasionnelles d'Élise que par des monosyllabes. À présent qu'ils approchaient de chez lui, il semblait presque mal à l'aise. « Madame Verneuil est ma cuisinière, » expliqua-t-il, alors qu'il s'arrêtait devant la maison. « Elle vous fera visiter. J'ai fait préparer les laits pour vous deux. »« Les laits ?» répéta Marianne, l'air dépassé. « Monsieur Bastide, une simple chambre suffirait. » Il mit pied à terre. « Cette partie de la maison est plus calme. Vous y récupérerez mieux,
loin de l'agitation principale. Avant que Marianne ne puisse protester davantage, la porte d'entrée s'ouvrit et une femme ronde aux cheveux gris en sortit, essuyant ses mains sur son tablier. « Alors, ce sont nos invités, » dit Madame Verneuil, son visage bienveillant se plissant dans un sourire. « Entrez, entrez. J'ai un ragoût qui mijote et du pain frais qui sort tout juste du four. » Bastide aida Marianne à descendre du chariot, tandis que Jules aidait Élise. Les affaires de la petite famille, pathétiquement peu nombreuses, avait noté Bastide lors du chargement, seraient rentrées plus tard. « Monsieur Bastide, il faut qu'on voie les détails pour la prochaine transhumance, » souffla Jules d'un ton discret. Antoine acquiesça, le visage fermé. « Madame Verneuil va vous installer, » dit-il à Marianne et Élise. « J'ai des affaires à régler. » Alors qu'il s'éloignait avec son contremaître, la voix claire d'Élise le rattrapa. « Vous mangerez avec nous ce soir, monsieur Bastide ?» Le propriétaire s'immobilisa, surpris par l'audace de la question. Il ne partageait que rarement ses repas, sauf avec Jules ou des associés de passage. « J'ai du travail, lâcha-t-il finalement. Une ombre de déception passa sur le visage de la fillette, vite dissimulée par une politesse apprise à la dure. « Oui, monsieur, merci encore pour votre aide. » Quelque chose dans cette déception si promptement masquée tirailla la conscience d'Antoine. C'était une résignation qu'aucun enfant ne devrait connaître si jeune. « Je pourrais peut-être me joindre à vous un court moment ?» se surprit-il à dire. Madame Verneuil haussa les sourcils, mais eut la sagesse de ne rien dire en guidant Marianne et sa fille vers l'intérieur. L'aile droite de la demeure comprenait 2 chambres reliées par un petit salon dont les grandes fenêtres donnaient sur les pâturages orientaux. Marianne se laissa tomber avec gratitude dans un fauteuil moelleux, le visage blême après les efforts du voyage. « C'est trop, » murmura-t-elle en parcourant du regard le mobilier confortable. « Bêtise, » répliqua vivement Madame Verneuil. « Ces pièces prennent la poussière depuis des années. Ça fait du bien à mon vieux cœur de les voir enfin vivre. » Elle se tourna vers la petite. « Maintenant, jeune fille, aimerais-tu m'aider à mettre le couvert pour le dîner ?» Élise hocha la tête avec enthousiasme, suivant la gouvernante tout en jetant un regard inquiet par-dessus son épaule vers sa mère. « Ça va aller, ma chérie, » l'assura Marianne. « Vas-y. » Dans la cuisine, tandis que Madame Verneuil remuait son ragoût odorant, elle chargea Élise de disposer l'argenterie. « Est-ce que monsieur Bastide a toujours vécu tout seul ?» demanda Élise en alignant soigneusement chaque cuillère. La gouvernante pesa ses mots. « Monsieur Bastide est seul depuis longtemps. Il a été marié il y a bien des années, avant ta naissance. » « Qu'est-il arrivé à sa femme ?»« Elle et leur bébé sont partis lors de l'accouchement, » dit doucement la vieille dame. « Il n'a plus jamais été le même depuis. » Élise absorba cette information en silence. « C'est pour ça qu'il a l'air triste, même quand il ne fronce pas les sourcils, » conclut-elle. Madame Verneuil regarda l'enfant avec une considération nouvelle. « Tu es bien perspicace pour ton âge. »« Maman dit que je remarque des choses que les autres ne voient pas, » répondit Élise en haussant les épaules. « C'est pour ça qu'il aide les gens en cachette. »« Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Parce qu'il fait semblant de me donner un travail, mais c'est juste de la gentillesse. Il ne veut pas que ça se sache. » Madame Verneuil laissa échapper un petit rire. « Monsieur Bastide serait mortifié de t'entendre. Il a passé des années à se bâtir une réputation d'homme d'affaires impitoyable. » « Les gens peuvent être plusieurs choses à la fois, » déclara sagement Élise en posant la dernière fourchette. Papa disait toujours que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait quand personne ne regarde. Le dîner ce soir-là fut une affaire singulière. Fidèle à sa parole, Antoine se joignit à elle, bien qu'il semblât mal à l'aise dans ce décor domestique. La conversation fut d'abord hachée, Marianne étant trop fatiguée et Antoine trop taciturne pour l'alimenter. Ce fut Élise qui combla le vide, criblant le rancher de questions sur ses terres, ses chevaux et le bétail. « Combien de vaches avez-vous, monsieur Bastide ?»« 2 bêtes, corrigea-t-il par automatisme. Près de 2000 têtes. » Les yeux d'Élise s'agrandirent. « C'est plus que je ne peux compter ?» L'ombre d'un sourire effleura les lèvres d'Antoine. « Tu ne sais pas compter jusqu'à 2000 ?»« Si, je peux, » rectifia Élise, « mais ça prendrait vraiment très longtemps. » En effet. « Vous les marquez toutes vous-même »
Antoine secoua la tête. C'est le travail des gardians. Nous faisons un grand rassemblement au printemps pour marquer les veaux. Je pourrais regarder la prochaine fois demanda-t-elle avec avidité. Marianne intervint doucement. Élise, n'impose pas ta présence. Nous sommes ici temporairement, souviens-toi. Un silence gêné tomba sur la table, jusqu'à ce qu'Antoine se racle la gorge. En fait, le marquage de printemps est terminé, mais nous allons commencer le débourrage de quelques nouveaux chevaux la semaine prochaine. Cela pourrait t'intéresser ? Il croisa le regard inquiet de Marianne et ajouta « Depuis une distance de sécurité, bien entendu. » Le visage d'Élise s'illumina. « C'est vrai ? Je n'ai jamais vu comment on dresse un cheval. »« C'est tout un art, dit Antoine. » Pour la première fois, une véritable animation perça dans sa voix alors qu'il décrivait le processus, expliquant la patience nécessaire pour gagner la confiance de l'animal. Au fil du repas, Madame Verneuil remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis une éternité. Antoine Bastide se détendait peu à peu, la tension perpétuelle de ses épaules s'apaisant. Lorsqu'il s'excusa pour retourner à son bureau, il avait répondu à une douzaine de questions de la petite et même échangé quelques mots, maladroits mais courtois, avec Marianne sur l'histoire du domaine. Plus tard dans la soirée, alors que Madame Verneuil aidait Marianne à se préparer pour la nuit, la malade exprima ses doutes. « Je suis reconnaissante pour l'aide de Monsieur Bastide, vraiment, mais j'ai peur d'abuser. Nous sommes des étrangères pour lui. » La gouvernante borda les couvertures avec des gestes experts. « Antoine Bastide vit derrière des murs qu'il a lui-même érigés depuis 20 ans, dit-elle calmement. Votre fille est peut-être la première personne à y avoir trouvé une fissure. » Que voulez-vous dire ? Je veux dire que parfois, l'aide circule dans les deux sens, Madame Vanneau. Parfois, celui qui tend la main a autant besoin d'être sauvé que celui qui le relève. Elle tapota la main de Marianne. « Reposez-vous maintenant. Les choses ont une façon bien à elles de s'arranger. » Dans son bureau, Antoine était assis devant ses livres de comptes ouverts, mais son esprit ne cessait de dériver vers cette conversation inhabituelle autour de sa table. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait discuté d'autre chose que de profits et de pertes. L'innocence des questions d'Élise et son admiration évidente avaient été rafraîchissantes. Il jeta un coup d'œil au petit portrait sur son bureau. Une jeune femme aux yeux rieurs, Élisabeth, son épouse, arrachée à son amour il y a si longtemps. À côté, un cadre plus récent contenait un daguerréotype d'un nourrisson qui n'avait jamais pris son premier souffle. « Qu'est-ce que je suis en train de faire, Lise ?» murmura-t-il à la pièce vide. « Faire entrer des inconnus chez nous. » Mais alors qu'il reportait finalement son attention sur ces chiffres, Antoine réalisa que pour la première fois depuis des années, l'immense maison ne semblait plus tout à fait aussi vide. 3 semaines passèrent rapidement au domaine des Bastides. Sous les soins du docteur Morel et grâce à la cuisine revigorante de Madame Verneuil, la santé de Marianne s'améliora de jour en jour. Élise, quant à elle, était devenue une figure familière de la propriété, partageant son temps entre les soins à sa mère, l'aide en cuisine et, plus surprenant encore, l'observation d'Antoine partout où il le tolérait. Cette amitié improbable entre le rancher austère et la fillette curieuse était devenue une source d'étonnement silencieux parmi les ouvriers. Ils s'étaient habitués à voir la petite silhouette d'Élise trottiner aux côtés du géant, le bombardant de questions auxquelles il répondait avec une patience insoupçonnée. Ce matin-là, Antoine trouva Élise perchée en équilibre précaire sur la barrière du corral, observant Jules et 2 autres valets aux prises avec une jeune jument particulièrement nerveuse. « Prudence, petite !» dit Antoine en la saisissant par la taille pour la déposer au sol. « Ce n'est pas un perchoir. »« Pardon, monsieur Bastide, » répondit Élise sans la moindre trace de remords. « Je voulais mieux voir. » Dans l'enclos, la jument alezane ruait, refusant la corde. « Elle a du caractère, celle-là, » souffla Jules en essuyant son front. « De belles lignes, » admit Antoine en scrutant l'animal qui tournait en rond, l'œil vif. « Puissante, mais trop d'orgueil pour la plupart des cavaliers. »« Comme vous, » lâcha Élise avec un naturel déconcertant. Antoine haussa un sourcil, piqué au vif. « Je vous demande pardon ? » « Madame Verneuil dit que vous êtes l'homme le plus obstiné de tout l'Ouest, » expliqua la fillette. « Mais elle dit aussi que c'est ce qui fait votre force en affaires. »
Un rire surpris échappa à Antoine, un son si rare que Jules se retourna, stupéfait. Madame Verneuil devrait se mêler de ces casseroles, rétorqua le propriétaire, mais sans animosité aucune. Elle dit aussi que vous êtes le plus généreux, poursuivit Élise, imperturbable, mais que vous le cachez parce que vous pensez que ça vous donne l'air faible. Le sourire d'Antoine s'effaça doucement. Il semblerait que vous et ma gouvernante ayez beaucoup discuté de ma personne. Elle vous aime bien, moi aussi. Elle marqua une hésitation, triturant le bois de la barrière. Et maman aussi, même si elle s'inquiète de vous déranger. Antoine changea de poids d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. Les conversations personnelles restaient un terrain miné pour lui, même après des semaines passées à subir les observations franches de l'enfant. « Votre mère se remet bien, dit-il pour détourner le sujet. Le docteur Morel assure qu'une semaine de repos supplémentaire suffira pour un rétablissement complet. » Une ombre de tristesse voila le regard bleu d'Élise. « Alors nous retournerons à la ferme ?» C'était l'accord, confirma Antoine. Pourtant, il fut surpris de constater que cette perspective ne l'enchantait guère plus qu'elle. « Monsieur Bastide, commença Élise d'une petite voix, est-ce qu'on pourrait rester ?» Elle leva vers lui des yeux implorants. « Maman pourrait travailler comme gouvernante pour de vrai, pas juste par charité. Et je peux aider aussi. J'apprends à cuisiner avec Madame Verneuil et Jules m'enseigne comment soigner les chevaux. » Antoine baissa les yeux vers le visage sérieux tourné vers le sien. En 3 semaines à peine, Élise Vanneau avait réussi à contourner des défenses qu'il maintenait fermement depuis des décennies. Sa mère aussi, avec sa dignité silencieuse et sa résilience, avait gagné son respect. À dire vrai, Antoine avait lui-même envisagé un tel arrangement. La grande maison avait repris vie avec leur présence, d'une manière qu'il n'avait plus connue depuis la mort d'Élisabeth. Mais les vieilles habitudes de distance émotionnelle avaient la peau dure. « Ce sera la décision de votre mère, finit-il par dire. Elle préférera peut-être l'indépendance de votre propre foyer. » « Mais c'est si dur là-bas, souffla Élise. Maman travaille toute la journée et on s'en sort à peine. Et puis... » Elle s'interrompit, détournant le regard vers les collines. « Et puis quoi ?» l'encouragea-t-il doucement. « Et vous me manqueriez, avoua-t-elle. Vous êtes un peu comme un grand-père pour moi. » Le mot le frappa en plein cœur, lui coupant presque le souffle. Un grand-père. Il avait renoncé depuis longtemps à l'espoir d'une famille, d'une descendance. La mort d'Élisabeth avait emporté ce rêve dans la tombe. Et pourtant, cet enfant était là, le regardant avec une affection sincère. « Élise, monsieur Bastide !» La voix de Marianne résonna depuis le chemin. Ils se tournèrent pour la voir approcher, sa démarche bien plus assurée qu'à son arrivée. « Maman, tu ne devrais pas marcher si loin !» la gronda Élise en courant vers elle. Marianne sourit, repoussant une mèche rebelle derrière son oreille. « Le docteur a dit que de courtes promenades me feraient du bien. Et puis, Madame Verneuil m'a envoyé vous chercher pour le déjeuner. » Alors qu'il retournait vers la maison, Antoine s'attarda à observer Marianne Vanneau. Débarrassée du voile de la maladie, c'était une belle femme, la trentaine à peine entamée, avec le même menton volontaire que sa fille. Ses cheveux bruns, habituellement tirés en un chignon sévère, laissaient échapper quelques boucles aujourd'hui, adoucissant ses traits. « Monsieur Bastide, » dit-elle soudain, « j'aimerais discuter de la suite maintenant que je vais mieux. » « Maman, j'ai demandé à monsieur Bastide si on pouvait rester, » l'interrompit Élise. « Comme de vrais employés, pas juste, tu sais. » Les joues de Marianne s'empourprèrent. « Élise, quelle impolitesse ! Monsieur Bastide a déjà été plus que généreux. » Antoine s'éclaircit la gorge. « En vérité, Madame Vanneau, j'envisageais de vous faire une offre similaire. » Marianne s'arrêta net, la surprise figeant ses traits. « Vraiment ? Le poste de gouvernante est vacant. Madame Verneuil a besoin d'aide, surtout avec la transhumance qui approche. Nous aurons une 12aine d'hommes supplémentaires à nourrir. Et notre ferme ? » Antoine hésita. C'était la partie délicate. « J'ai demandé à Jules d'inspecter vos terres. Le sol est ingrat, madame.
C'est pour cela que vos récoltes ont échoué, bien avant votre maladie. Le visage de Marianne s'affaissa. Je le craignais. Cependant, poursuivit Antoine, votre parcelle jouxte mes pâturages de l'Est. Je serais disposé à la racheter à un prix équitable. Vous pourriez utiliser cet argent pour assurer votre avenir, que vous choisissiez de rester ici ou de vous établir ailleurs. Marianne garda le silence un long moment, pesant chaque mot. Vous avez bien réfléchi à tout cela. Je suis un homme d'affaires, Madame Vanneau. Je ne fais pas d'offres à la légère. N'est-ce que cela pour vous? Une affaire? La franchise de la question le prit au dépourvu. Avant qu'ils ne puissent formuler une réponse, ils atteignirent le perron où Madame Verneuil les attendait, les mains sur les hanches. « Ah, vous voilà! Le ragoût refroidit et le pain va durcir. » La conversation fut nécessairement reportée alors qu'ils s'installaient autour de la table massive de la salle à manger. Antoine se surprit à observer les interactions entre Marianne, Élise et la vieille cuisinière. Cette familiarité aisée qui s'était installée. La façon dont elles avaient transformé sa demeure, qui n'était qu'un bâtiment froid, en un véritable foyer. Après le repas, Antoine s'excusa pour rejoindre son bureau, ayant besoin de réfléchir. Il venait à peine de s'asseoir derrière son lourd bureau en chêne qu'on frappa à la porte. « Entrez !» lança-t-il, s'attendant à voir Jules avec des nouvelles de la jument. C'est Marianne Vanneau qui entra, refermant doucement la porte derrière elle. « Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion, dit-elle, mais je sentais que nous devions terminer notre conversation en privé. » Antoine désigna le fauteuil en cuir face à lui. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Marianne prit place, lissant sa jupe, les mains jointes sur ses genoux. « Avant de répondre à votre offre, monsieur Bastide, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi avez-vous fait tout cela? Et s'il vous plaît, ne me dites pas que c'est pour rembourser une dette envers mon défunt mari. Un repas chaud et un transport, cela ne vaut pas 3 semaines de soins médicaux et de logement pour des étrangers. » Antoine s'adossa à son siège, pesant chacun de ses mots avec gravité. « Lorsque votre fille est venue me trouver ce jour-là, au saloon, elle m'a rappelé quelqu'un. Qui donc? Moi-même, avoua Antoine. Je me suis retrouvé orphelin très jeune, livré à la rudesse du monde. Personne ne m'a tendu la main avant que je ne sois assez fort pour travailler le bétail. Je m'étais fait la promesse que si jamais je réussissais, je n'oublierais jamais ce que c'est que de n'avoir rien. » Marianne l'étudia longuement, cherchant la vérité dans ses yeux gris. « Pourtant, on vous dépeint comme un homme dur, intraitable. En affaires, je le suis. Je n'ai pas le choix. Mais cela ne signifie pas... » Il laissa sa phrase en suspens, peu habitué à justifier sa nature profonde. « Que vous ne pouvez pas être aussi bienveillant, » acheva Marianne pour lui. « Élise a vu cela en vous immédiatement. Elle possède un don rare pour voir les gens tels qu'ils sont vraiment. » Antoine hocha la tête, un voile de mélancolie passant sur son visage. « C'est une enfant remarquable. Vous l'avez bien élevée, malgré les épreuves. » « Merci. » Marianne prit une profonde inspiration pour se donner du courage. « Concernant votre offre, je suis encline à l'accepter, mais à certaines conditions. Je veux un salaire juste, correspondant au travail fourni, et non une charité déguisée en emploi. Je gagnerai mon pain, cela va de soi. De plus, je veux qu'Élise poursuive son instruction. Il doit bien y avoir des livres ici. Si elle pouvait en profiter, et peut-être pourrions-nous faire venir l'instituteur du village occasionnellement. » « J'ai une bibliothèque bien fournie qu'elle est libre d'utiliser, » assura Antoine. « Et le maître d'école pourra venir chaque semaine, c'est entendu. » « Et enfin, dit Marianne, sa voix s'adoucissant légèrement, « je voudrais que les choses soient claires. Je suis une veuve acceptant une position dans la demeure d'un célibataire. Les gens vont jaser. » Antoine sentit une chaleur lui monter aux joues. « Madame Vanneau, je vous assure que mes intentions sont tout ce qu'il y a de plus honorable. Jamais je ne... » « Je le sais, » l'interrompit-elle doucement. « Mais les autres spéculeront. Je dois protéger ma réputation et l'avenir d'Élise. » « Je comprends. » Antoine réfléchit un instant, tambourinant des doigts sur le chêne massif du bureau. « Nous pourrions établir un contrat de travail formel. Tout y serait stipulé noir sur blanc.
Un sourire de soulagement détendit les traits de Marianne. Ce serait parfait. Tandis qu'ils discutaient des détails logistiques, Antoine réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Une nouvelle aisance, un respect mutuel s'était installé au fil de ces semaines de repas partagés et de conversations maladroites. Plus tard dans la soirée, après que Marianne fut partie annoncer la nouvelle à Élise, Antoine se tenait sur son perche, observant le crépuscule peindre le ciel immense de touches orange et violettes. Jules le rejoignit, lui tendant un cigare. « Il y a quelque chose de différent chez vous, patron », observa le contremaître en craquant une allumette. « Vraiment ?» Antoine accepta le feu, tirant sur le cigare pour l'allumer. « Il y a 3 semaines, vous n'auriez pas accordé un second regard à cette femme et à son enfant. Maintenant, vous leur offrez une place permanente ici. » Antoine exhala un nuage de fumée bleue. « Les gens changent, Jules. »« Certains, oui, » concéda Jules. « La plupart, non. » De l'intérieur de la maison parvint le son du rire cristallin d'Élise, suivi du gloussement plus grave de Madame Verneuil. Antoine se surprit à sourire en écho. « Tu sais ce que cette petite m'a demandé aujourd'hui ? Elle voulait savoir si elle pouvait m'appeler grand-père. » Antoine secoua la tête, encore émerveillé. « Imagine un peu. » Jules étudia le profil de son patron, adouci par la lumière déclinante. « Et qu'est-ce que vous lui avez répondu ?» Antoine tira une autre bouffée de son cigare, regardant la fumée s'enrouler vers le ciel qui s'assombrissait. « Je lui ai dit que j'en serais honoré, » dit-il calmement. Plus honoré qu'elle ne pourrait jamais le savoir. La nuit tomba sur le domaine des Bastides, mais les fenêtres brillaient d'une lueur chaleureuse. Elles n'éclairaient plus des pièces vides et froides, mais des espaces remplis de nouveaux départs et de secondes chances pour Marianne et Élise Vanneau. Et certainement, peut-être plus que pour quiconque, pour Antoine Bastide lui-même, qui avait enfin trouvé ce que toute sa fortune n'avait jamais pu acheter, une famille.